Alors, cette semaine, le sujet, ce sera concernant le président de la Bolivie, Evo Morales, qui a annoncé sa démission. On va en parler avec Benoît Lapierre, notre politologue. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. C'est dimanche dernier, après 3 semaines de contestation violente en réaction à sa réélection, que le président de la Bolivie, Evo Morales, a annoncé sa démission. Morales s'est dit victime d'un coup d'État, alors que le commandant des forces armées boliviennes a personnellement appelé à quitter ses fonctions. Et cette décision fait suite à une série de départs au sein même de son parti. Et Morales est présentement au Mexique, qui lui a offert l'asile politique. Benoît, on parle rarement de la Bolivie. Peux-tu nous faire un portrait d'Evo Morales qui était au pouvoir depuis quand même 2006? Certainement. C'est vrai qu'on en parle peu souvent. Même moi, avant de faire ma chronique, je le connaissais de nom, mais sans plus. Evo Morales, c'est un autochtone de l'ethnie Aymara et c'est un ancien paysan, un cultivateur de coca. Et très tôt dans sa carrière politique, il a milité dans le mouvement syndicaliste et il s'est rapproché du parti qui s'appelle le Mouvement vers le socialisme, qui est très à gauche. Il s'est fait élire une première fois en 2005 dans le contexte de la vague rose en Amérique du Sud. On avait vu beaucoup de présidents vraiment de gauche se faire élire au début des années 2000. On peut penser au Brésil avec le président Lula et le Venezuela avec le président Chavez, mais aussi le Chili, l'Argentine, l'Équateur, l'Uruguay, le Paraguay, etc. avaient tous élu des gouvernements de gauche. C'est dans cette vague-là qu'il s'avait fait élire. Ensuite, un coup élu, il avait vraiment appliqué un programme franchement à gauche avec beaucoup de nationalisation, dont les hydrocarbures qu'il avait nationalisés. Il vient de démissionner 3 semaines seulement après avoir été élu pour une 4e fois. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Evo Morales avait fait élire la première fois en 2005 et en 2006, il avait créé une assemblée constituante pour faire une nouvelle constitution à la Bolivie. Dans cette nouvelle constitution-là, la Constitution disait qu'un président pouvait juste avoir 2 mandats consécutifs maximum. Ensuite, dans les années 2000, il a gagné 2 fois ses élections présidentielles et les 2 fois, il avait gagné au premier tour avec plus de 60% des votes. Mais en 2016, lorsque justement son 3e mandat finissait, il avait demandé un référendum, il avait fait un référendum pour demander la permission de se représenter une autre fois. Sauf que le référendum avait dit, la population avait dit non à 51,3% des votes, mais en 2017, M. Morales a été en cour pour essayer de pouvoir se présenter et la cour avait statué qu'il avait le droit de se présenter malgré la Constitution en disant que c'était un droit fondamental de l'homme de pouvoir se présenter aux élections. Il y a eu les élections le 20 octobre dernier. Et M. Morales a quand même gagné l'élection avec 47% des voix et son plus proche rival, c'était 36,5% des voix. Le monsieur s'appelait Carlos Mesa. Normalement, il y aurait eu un 2e tour, vu qu'il n'y avait pas 50% des votes, mais la Constitution disait que si un des candidats avait plus de 10% des voix de plus que son 2e adversaire, il pouvait passer. Il a été élu, mais vu que l'écart était très ténu et compte tenu du contexte qui se représentait malgré la Constitution, il y a eu beaucoup de contestations pour son élection vu qu'il n'allait pas avoir un 2e tour. Et finalement, au bout de 3 semaines de contestation, il y a plusieurs démissions au sein de son parti à cause de la pression qui était trop forte. Et finalement, dimanche, l'armée l'a vraiment lâché et on dit formellement qu'il devait partir. Ce qu'il a fait, il s'est exilé ensuite au Mexique. Et là, comme tu l'as mentionné, Evo Morales est en exil. Qui a pris sa place de président? La nouvelle présidente de la Bolivie s'appelle Janine Áñez. Ça, c'était la seconde vice-présidente du Sénat. C'était la 6e dans l'ordre de succession de la présidence. Un petit peu comme aux États-Unis, si le président meurt, c'est le vice-président, et ensuite c'est le gars du Sénat, patati patata. Donc, c'est elle qui a été élue, vu que, à cause de la crise politique, il y avait beaucoup de membres de l'équipe Morales qui avaient démissionné. On parle, le vice-président avait démissionné, le président du Sénat, le président de la Chambre des représentants et le premier vice-président du Sénat avait démissionné. Donc, ça tombait que ça a été Mme Agnès qui était la prochaine dans la ligne de succession, la 6e dans l'ordre. Elle s'est autoproclamée, justement, présidente par intérim. Ça, malgré qu'il n'y avait pas le quorum au Parlement, vu que le parti de Morales, qui était quand même majoritaire au Parlement, pas juste à la présidence, pas juste au Sénat, était présente et il n'y avait pas le côté ce vote-là, si on pourrait donc dire. Donc, il n'y avait pas quorum pour qu'elle devienne présidente.
Elle, c'est une madame, son mouvement, c'est un parti social-démocrate, une formation qui est qualifiée de centre-droit, mais en regardant un petit peu son passé, il y a des personnes qui se font qualifier d'extrême droite pour moins que ça. Juste pour vous donner un exemple, quand elle a été nominée comme présidente de la Bolivie, elle a rentré au palais présidentiel avec une grosse Bible. Elle a dit que Dieu était revenu au Parlement. Elle a fait beaucoup de tweets sur Twitter à propos des indigènes de Bolivie. Et même quand elle a rentré au palais présidentiel, elle a décroché le oui falant, le drapeau traditionnel des Autochtones d'Amérique du Sud. Et finalement, elle a déclaré qu'il allait y avoir des élections le 22 janvier prochain. Suite à ça, là, les choses sont encore en développement, vu que c'est relativement récent. C'est avant hier qu'elle s'est autoproclamée. Mais les États-Unis l'ont reconnue comme la présidente par intérim légitime. Mais il y a beaucoup de pays en Amérique du Sud qui sont très critiques par rapport à ce changement de pouvoir. Notamment, il y a le Venezuela, bien sûr, Cuba, il y a le Pérou, mais il y a aussi le Mexique, le Brésil. Et le président élu de l'Argentine aussi a mis des doutes quant à la transition du pouvoir. Quant à nous, au Canada, on reste neutre pour l'instant. J'ai encore regardé ce matin pour voir si on avait fait une déclaration. Pour l'instant, on reste sur notre ancienne déclaration d'un appel au calme. Il est peut-être un peu tôt pour faire un bilan des années Morales, surtout que ce dernier s'est dit prêt à revenir si nécessaire. Mais que peut-on retenir de ses 14 ans au pouvoir? Une chose qu'il faudrait retenir, c'est que vraiment, pendant la plus grande partie de son mandat, Morales était vraiment aimé. Il y avait quand même un soutien de sa population. C'est pas un dictateur d'une île bananière comme des fois on peut penser, le cliché en Amérique du Sud. Il a gagné des élections vraiment légitimes et entre autres, il a tout le temps contrôlé le Sénat et la Chambre des représentants lors des élections. Il y avait vraiment une majorité forte derrière lui. Une des choses qu'on peut dire à propos de lui, c'est que c'est le premier chef autochtone au monde qui est devenu président de son pays. Quand même, je regardais ça, son bilan économique est quand même assez impressionnant. Quand on regarde de 2006 à 2016, qu'est-ce que son bilan économique, le PIB de la Bolivie a passé de 9 milliards à 49 milliards de dollars justement en une dizaine d'années. Il a nationalisé les hydrocarbures pour justement apporter des revenus nouveaux à la population. Il a multiplié par 5 le salaire minimum et le taux d'analphabétisme a baissé de 13 à 2,4 %. Le chômage aussi a baissé de moitié. Il a aussi fait beaucoup d'efforts pour réduire la pauvreté. Il l'a réduit de moitié et la pauvreté extrême l'a réduit de 60 %. Juste pour rappeler aux auditeurs, la pauvreté extrême, c'est lorsqu'une personne a moins que 1,25 $ par jour pour vivre. Et ensuite, il a aussi investi beaucoup en éducation. Il mettait 8 % du PIB national du pays en éducation. Mais malgré tout ça, il y a encore un gros taux de chômage chez les jeunes. Les jeunes étaient nombreux à manifester lors des dernières semaines pour ça. Ça y a fait beaucoup mal. Ça et le fait de se représenter malgré la Constitution, c'est une des explications pourquoi il y a eu une aussi grosse contestation lors des 3 dernières semaines. Encore une fois, c'est un dossier qu'on va regarder de très près. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à toi.